Bonjour à tous, nous allons parler aujourd'hui de la réponse à incident dans le webinaire qui fait partie du cycle Un audit de sécurité, ça sert à quoi? Alors tout d'abord je commence par une présentation de Certiliance et de moi-même. Donc Certiliance est une agence d'experts en sécurité informatique indépendante créée en 2008. Certiliance accompagne les grands groupes et les entreprises de l'Internet dans la mise en place de solutions offensives et défensives de cybersécurité. Certiliance s'articule autour de 3 métiers, l'audit de sécurité, l'intégration et l'infogérance. Et 2 solutions majeures sont développées en interne. Tout d'abord CertiAware, une solution de sensibilisation avec simulation d'attaque par phishing et programme d'e-learning de sensibilisation des utilisateurs. Et Certilink, une solution de sécurisation des flux des accès à Internet et des connexions intersites. Moi-même, Kevin Denis, responsable du pôle audit, je suis chez Certiliance depuis 1 an et demi et mon rôle est de gérer l'équipe d'auditeurs, de planifier et de suivre les audits et d'assurer le suivi technique des projets. Un audit, pourquoi? C'est le thème de ce cycle de webinaire. On commence par une petite définition. Un audit, qu'est-ce que c'est? J'ai pris la définition de Wikipédia. Et donc un audit est une expertise professionnelle effectuée par un agent compétent et impartial, aboutissant à un jugement par rapport à une norme sur les états, le contrôle, l'organisation, la procédure, ou une opération quelconque d'une entité. Il y a trois notions importantes, 3 mots importants à retenir. C'est l'expertise professionnelle, tout d'abord. Ensuite, elle est effectuée par un agent compétent et impartial. Et enfin, ça aboutit à un jugement. Comme je disais, ce webinaire s'inscrit dans un cycle. Les précédents webinaires du cycle en audit, ça sert à quoi? Le premier présentait de manière assez large, assez générale, l'audit. On peut définir un audit par se connaître soi-même, puisque la phrase de Sun Tzu dit bien « Connais-toi toi-même et connais ton ennemi, tu remporteras 100 victoires sur 100 batailles ». Ensuite, les 4 webinaires suivants, on présente un petit peu les audits tels qu'on les fait chez Certiliance. D'abord l'audit externe, donc qui permet de mesurer, évaluer ses défenses vis-à-vis des attaques provenant d'Internet, puis l'audit interne, est-ce que les défenses internes sont efficaces, l'audit IoT, Wi-Fi et smartphone, puisque tout ça sont des objets connectés, et ces objets sont souvent également vecteurs d'insécurité, et enfin le social engineering, pour évaluer l'humain. La réponse à incident. Donc tout d'abord une petite vue d'ensemble. Donc la sécurité informatique repose sur 4 piliers, donc disponibilité, intégrité, confidentialité et auditabilité. Un mot un petit peu dur à prononcer, mais c'est sur ce point vraiment sur lequel on va appuyer. On dit réponse à incident de sécurité. Qu'est-ce qu'un incident de sécurité? Si on suit les normes, la norme ITIL dit un incident de sécurité, donc tout événement ne faisant pas partie du fonctionnement standard d'un service et qui cause ou peut causer une interruption ou une diminution de la qualité de ce service. La norme ISO 27000 complète un petit peu cette définition en disant c'est un ou plusieurs événements intéressants à la sécurité de l'information, indésirables ou inattendus, présentant une probabilité forte de compromettre les opérations liées à l'activité de l'organisme et de menacer la sécurité de l'information. Les incidents de sécurité sont définis et on va parler du vraiment plan de réponse à incident. On a mis une petite image d'Hilbert, une image comique, où il indique effectivement que chez eux, le plan de réponse à incident, c'est de faire ça. Donc c'est courir en rond, les bras en l'air en disant à l'aide, à l'aide. Et ce à quoi tout le monde peut convenir que c'est pas le bon plan à suivre, si vous voulez répondre efficacement. Alors l'agenda de ce webinaire, on va commencer par 2 horror stories, pour montrer effectivement un incident et sa réponse. Ensuite, on verra la réponse à incident avec les 5 phases telles qu'on les fait chez Certiliance de la réponse à incident. On verra l'importance de la journalisation et comment vraiment loguer ce qui est important. Et enfin, comment prévenir avec un plan de gestion d'incident. Horror story. Donc la première horror story, ça commence avec du phishing. On attaque l'humain et ça a été l'envoi d'un mail frauduleux. Une personne s'est fait piéger. On nous a demandé d'intervenir pour essayer de comprendre d'où provenait l'attaque et qui était le véritable émetteur du mail frauduleux qui a causé du tort. Et il fallait vraiment qu'on sache si c'était plutôt une faille humaine, si c'était une faille qui venait de l'interne, de l'externe, est-ce que c'était vraiment une faille technique, un problème de configuration. Et quand on est arrivé sur place, on s'est rendu compte qu'il n'y avait absolument aucune journalisation qui était active sur le serveur de mail, donc ça veut dire qu'il n'y avait aucune trace. On n'avait aucun moyen de savoir ce qui s'était passé dans les jours précédents, dans les moments précédents de la vie du serveur. On a eu quelques autres traces qui malheureusement étaient très incomplètes, et donc nous, on n'a eu absolument aucun moyen de pister le pirate et de savoir d'où il est venu.
Et ce qu'il y a de vraiment très inquiétant dans cette horror story, c'est que on a réussi on a pu trouver quelque chose, on a pu montrer qu'on était surtout dans l'incapacité, que les systèmes étaient dans l'incapacité de retrouver effectivement l'émetteur, et donc il y avait une probabilité, une possibilité très forte que le pirate dispose encore de ses accès et puisse réitérer l'attaque. Donc là, effectivement, c'est le cas le plus critique. Un pirate vous attaque, vous vous rendez compte que vous êtes attaqué, vous ne savez absolument pas comment il est venu, ce qu'il a fait, ni pourquoi, donc il y a de grandes chances qu'il revienne. Une deuxième horror story, donc des employés arrivent le lundi matin d'une entreprise et tous les serveurs sont cryptoloqués, donc ils sont tous fermés, impossible de travailler. Nous sommes intervenus, les données, on a pu en récupérer une certaine partie puisque cette société avait des sauvegardes, mais surtout ce qui inquiétait le client, c'était de savoir comment, par où le pirate est passé, par où il est rentré, comment il a réussi à faire ses actions. Le pirate avait été malin, il avait supprimé des journaux sur les serveurs qui avaient cryptoloqués. Par contre, le firewall, il n'y avait pas eu accès, et lui, effectivement, tous ces journaux étaient conservés. Donc on a pu chercher et analyser tous ces journaux, on a trouvé effectivement d'où le pirate venait, donc on a pu effectivement prouver que c'était une attaque externe qui venait d'Internet, on a trouvé la faille qu'il a utilisée, donc on a pu patcher le serveur dont il s'était servi pour cryptoloquer l'ensemble. On a pu avoir une timeline de toutes ses actions, c'est-à-dire la première fois qu'il est venu, la deuxième fois qu'il est venu, qu'est-ce qu'il a fait, combien de temps on a pu tout traquer, donc ce qui a permis effectivement de vraiment fermer la brèche par laquelle il s'était engouffré, et on a pu mettre en place des actions correctives et surtout s'assurer qu'il ne puisse pas revenir une fois que le réseau informatique était revenu à un mode normal. Donc là, c'est une petite horror story qui finit bien, grâce à une journalisation efficace et notre intervention, bien sûr. Les 5 phases de la réponse aux incidents. La méthodologie Certiliance pour la réponse à incident est constituée de 5 phases. Donc d'abord, c'est détecter l'incident, prendre la mesure du problème, mise en place d'un indicateur de compromission, contrôle médiation, et enfin, surveillance et remise en état nominale. On va les expliquer plus en détail. Alors tout d'abord, c'est détecter l'incident. Effectivement, vous avez des outils de détection, des sondes de détection, ça peut être des WAF, des IPS, des firewalls. Il y a également aussi un détecteur qu'on néglige un petit peu, mais qui fonctionne très très bien, c'est l'humain. C'est-à-dire l'utilisateur signale ou se plaint d'un comportement anormal. Bon, et quelquefois, effectivement, l'incident, il est extrêmement visible parce que c'est un cryptolocker. Donc là, effectivement, vos fichiers sont chiffrés, on vous demande de payer une rançon, donc l'incident est avéré. Ou un défacement, c'est-à-dire votre site web, il y a une tête de mort à la place de votre logo et c'est des messages qui ne vous concernent absolument pas sur le site web, donc il y a un incident de sécurité immédiat. Quelquefois, ça peut être un petit peu long à être détecté. Par exemple, quelqu'un installe un cryptomineur, c'est-à-dire qu'on utilise vos ressources CPU pour créer de la crypto-monnaie. Et là, votre serveur fonctionne, les pages sont servies, tout va bien, les utilisateurs vont sur le site, sauf que le CPU, il est utilisé à 95% pour d'autres actions qu'est-ce qui est nécessaire. Et là, c'est l'utilisateur qui peut dire, tiens, ça rame quand même souvent. Et petit à petit, vous allez prendre conscience qu'il y a un incident de sécurité. Alors, j'ai fait une petite liste d'exemples de tout ce qu'on peut considérer comme étant d'incidents de sécurité. Ça peut être des mails frauduleux, si vous recevez des spams ou des extorsions, où il y a un virus en pièce jointe. Ça peut être également du code malicieux, c'est-à-dire vous vous rendez compte qu'il y a un virus qui est arrivé sur un poste, vous demandez un petit peu comment il est venu, pourquoi il est là. Ça peut aussi être de la collecte d'informations, vous vous rendez compte que vous faites scanner, vous avez trouvé un sniffer, vous vous rendez compte qu'on vous appelle plusieurs fois au téléphone, vous avez reçu du phishing. Ensuite, il y a des tentatives d'intrusion, vous vous rendez compte donc dans vos logs de serveurs web ou de firewall, il y a des tentatives d'exploitation de vulnérabilités connues, il y a des tentatives de connexion brute force. Vous pouvez également voir des intrusions réussies, donc là ça peut être au pire la compression d'un réseau, mais ou plus de manière un petit peu moins large, celle d'un système ou d'une application ou juste d'un compte, mais vous voyez des fichiers qui ne devraient pas être là ou des connexions qui ne devraient pas être là. La compromission est avérée et il y a un incident de sécurité. Ça peut aussi être de la disponibilité, vous êtes en déni de service, vous n'avez plus accès à Internet ou votre site web ne peut plus donner de page. Également de la sécurité de l'information, vos utilisateurs ou vous-même vous constatez que vous avez des données qui se modifient indépendamment de votre contrôle. Et enfin, il arrive quelquefois que la détection même d'un tiers, par exemple, il y a un CERT qui vous signale l'intrusion. Vous recevez un mail, bonjour, c'est CERT XY, nous vous signalons qu'une de vos pages héberge du phishing ou héberge un crypto miner,
nous le signalons, prenez des actions correctives. Donc, tout ça sont des exemples d'incidents de sécurité sur lesquels il faut intervenir pour y remédier. Donc la deuxième étape, Certiliance intervient assez souvent, cette deuxième étape où en fin de première étape sur la détection, on essaie de prendre au maximum la mesure du problème. Donc éventuellement c'est des interventions sur site ou alors vous exportez des journaux et toutes les pièces nécessaires, tous les documents vous envoyez à Certiliance, et on peut effectuer selon l'état de la détection et selon le moment de la détection, on fait des analyses in vivo, donc en cours d'incident, ou quelquefois post-mortem, c'est-à-dire vous avez eu un incident, il est résolu, mais il y a des doutes, vous voulez quand même savoir vraiment ce qui s'est passé, donc on fait des analyses post-mortem. Ces analyses peuvent être statiques quand on n'a que les journaux, ou dynamiques si l'incident a encore lieu. Le but vraiment de cette prise de mesure, c'est identifier vraiment le périmètre de compromission et également confirmer un incident de sécurité. Par exemple, si vous avez un serveur qui se met à ramer parce qu'un de ses disques durs est en train de mourir, c'est pas une attaque, ça compromet votre sécurité, mais c'est pas une attaque. Donc on peut clore ça en tant qu'incident de sécurité informatique. Une fois qu'on a bien défini le périmètre, on va chercher à mettre en place des indicateurs de compromission. On les cherche et on cherche à détecter les TTP, donc les tactiques, les techniques et les procédures de l'attaquant. C'est un attaquant qui scanne, puis qui cherche des exploits connus. On va chercher tous les journaux qui montrent une machine scannée. C'est une machine potentiellement attaquée. Si il envoie des mails, on vérifie les mails, on regarde les dates, on croise, et ensuite on reboucle sur d'autres équipements à l'aide de ces indicateurs. On enrichit notre base d'indicateurs, puisque les pirates assez souvent reproduisent les mêmes techniques, ils utilisent la même attaque, le même fichier, on les cherche un petit peu de partout, donc ça peut être des fichiers, des ports de communication, l'adresse IP utilisée, ou tout autre type de trace. Et on itère dessus. Une fois qu'on a bien connu le périmètre et le pirate, on va mettre en place une politique de contrôle et de remédiation. On modifie la politique de sécurité pour inclure tous les indicateurs qu'on a détectés pendant les étapes précédentes. On supprime tous les agents, tous les virus malveillants, et on ferme toutes les connexions et ouvertes par attaquant. Et le but à ce niveau-là, c'est d'agir assez rapidement, surtout pour éviter que l'infection virale ou que l'attaquant qui soit là vraiment se déplace. Parce que vous pouvez dire, je nettoie un virus sur un poste, je fais le poste suivant, mais il en a affecté un troisième, vous nettoyez le troisième, il est revenu sur le premier, et c'est infernal, c'est sans fin. Si on a mal compris quand le virus se déplace, on est condamné à ce qu'il continue de se déplacer de poste en poste plus vite que vous puissiez y remédier. Donc les indicateurs de compromission détectés à l'étape précédente sont vraiment primordiaux. Et enfin, dernière étape, surveillance remise en état nominal, on appelle ça une reconstruction du SI, selon la profondeur à laquelle sont arrivés les attaquants. Ça peut être éventuellement une réinstallation de tous les postes ou d'une partie, reconfiguration des équipements, changement des mots de passe éventuellement, et nous fournissons un rapport avec les indicateurs que nous avons détectés et les préconisations associées. Si nous avons trouvé la faille, on vous l'indique avec les méthodes pour bloquer la faille et également tout ce qu'a pu faire l'attaquant sur votre système. La journalisation. Donc comme on l'a vu, j'en ai beaucoup parlé pendant les slides précédents, vous avez peut-être entendu, la réponse à incident n'est efficace que grâce aux journaux d'événements. C'est vraiment ces journaux qui permettent aux auditeurs de Certiliance ou de tout auditeur de réponse à incident de comprendre ce qui s'est passé. Sans journal, on peut vraiment rien faire. Donc tous les équipements réseau, que ce soit des postes, des équipements réseau, des serveurs, des firewalls, doivent journaliser un maximum d'actions. Il est important pour vous de tenir une liste de vos journaux, savoir quels sont les équipements, ceux qui loguent et également leur rétention. Par exemple, si votre serveur de mail a une rétention de 3 jours et après supprime les logs, ça ne sert à rien d'appeler quelqu'un pour un incident qui a eu lieu 5 jours auparavant, parce qu'il n'y aura aucune trace, il n'y aura aucun moyen de comprendre et de retracer les actions. Ces journaux également, bien faire attention aux informations minimales, c'est-à-dire quel que soit le log, et que ce soit un firewall, un système, un antivirus, quoi que ce soit, c'est important d'avoir toujours le service ou le nom de la machine, l'identification du client qui a utilisé le service, la date de l'activité, donc faites bien attention également à tout ce qui est horodatage,
L'heure GMT, c'est pas l'heure française, qui n'est pas forcément l'heure de votre serveur qui est aux USA. Après, dans les corrélations de log, ça peut provoquer beaucoup d'erreurs. Et enfin, le code de l'activité, ça va effectivement qu'est-ce qui s'est passé, le type et la description. C'est tel utilisateur s'est logué, tel utilisateur s'est délogué, le site web a craché, il y a une connexion qui s'est ouverte, toutes ces informations. Et donc tout ce qu'il faudrait loguer de manière idéalement, c'est tout ce qui est échec de validation à l'entrée client. C'est-à-dire dès qu'il y a une donnée qui vient de l'extérieur, est-ce qu'elle a provoqué une erreur, c'est-à-dire le système s'attend à recevoir un email, vous lui avez mis un chiffre, c'est une erreur, et ces informations doivent être loguées. Alors, le deuxième est assez évident, c'est tout ce qui est authentification, mais surtout les échecs. C'est bien de savoir qui s'est logué sur le système, mais c'est également très très important de savoir qui n'a pas réussi à se loguer en raison d'un mauvais mot de passe ou de tout autre type de raison. Tout ce qui est échec lors d'un contrôle d'accès, assez souvent tout ce qui est réseau, système, application sont segmentés, et quand un utilisateur essaye de sortir de son segment des informations auxquelles il a droit, il faut effectivement que ça soit tracé quelque part, parce qu'un attaquant, il va souvent, quand il arrive dans un réseau, il va souvent se cogner au mur, parce qu'il ne sait pas, lui, forcément, ce à quoi il a droit, ce à quoi il n'a pas droit, donc ça laisse des traces extrêmement visibles, parce qu'il y aura beaucoup d'échecs, effectivement, d'accès. Également tout ce qui est connexion avec des tokens ou des mots de passe obsolètes, qui rejoint l'authentification. Tout ce qui est exception système, quand un programme crash ou un système reboot ou ce genre d'infos, ça peut être très porteur d'informations pour un auditeur. Tout ce qui est fonction administrative, un administrateur, quand il se log pour faire une action, ça doit être tracé, parce qu'un attaquant va essayer très vite de passer administrateur, parce qu'il y a un maximum de droits. Ensuite, souvent, il essaie de relâcher les politiques de sécurité pour que ce soit plus facile pour lui pour circuler. Donc, loguer tout ce qui est modification de sécurité, tout ce qui est échec de connexion SSL, Error Crypto, etc., etc. La liste n'est pas exhaustive, c'est assez dépendant du contexte, mais plus il y a de journaux, plus on est en capacité de savoir précisément ce qui s'est passé, ce qu'il ne s'est pas passé. Et enfin, notre dernier point, prévenir. Donc si vous vous souvenez, au début, il y avait une petite image de Dilbert avec le plan de réponse incident qui consistait à courir les bras en l'air en disant « allez, à l'aide ». Bon, je doute bien que c'est pas ça. Donc l'important, c'est vraiment de rédiger une procédure, un plan de réponse à incident, et il faut également définir un interlocuteur et la procédure adaptée. C'est-à-dire en cas d'incident de sécurité, on sait qui appeler et cette personne sait quoi faire. Il y a 4 rôles principaux assignés qui peuvent être suivis par la même personne. Le premier, c'est centraliser les alertes, être sûr effectivement si plusieurs utilisateurs remontent une information, il faut que lui les ait absolument toutes pour éviter de se disperser. Il doit traiter ces alertes, savoir quoi faire, les qualifier comme incident de sécurité, ou appeler à l'aide pour savoir s'il faut la qualifier comme incident de sécurité ou pas, ou la fermer. Elle doit coordonner la réponse aux incidents. Si effectivement on fait appel à une société tierce, il faut que ça soit un point d'entrée, ce qui permet de faciliter beaucoup les informations. Et une fois que l'incident est clos, c'est faire de la prévention pour être sûr que cet incident ou la famille d'incidents ne puisse pas se reproduire. Vous avez reçu des mails de phishing et de social engineering, ça a été traité, ça a été logué, on sait ce qu'ils ont fait, la réponse incident est faite. Après, effectivement, il faut faire de la prévention aux utilisateurs pour éviter qu'ils se fassent piéger de nouveau par ce genre d'attaque. C'est un exemple, ça peut être pris pour tous les cas d'incidents de sécurité. Alors, quels bénéfices on en retire? Déjà, effectivement, la qualification de l'incident de sécurité, mais surtout le bénéfice, c'est toutes les informations concernant l'incident. Comme je l'ai souvent dit, ça permet d'éviter la réinfection immédiate. Un matin, vous voyez que sur votre site web, il y a une grosse tête de mort à la place de la page d'accueil de votre site web, vous remettez la page d'accueil, 10 minutes après, la tête de mort est revenue. Vous remettez la page d'accueil, et la tête de mort revient, et ça n'en finit jamais. Donc vraiment, être sûr, une fois qu'on a pris action corrective, de faire en sorte que l'attaque, que l'incident ne revienne pas. Et la deuxième information qui est extrêmement importante suite à un incident de sécurité, c'est de connaître le périmètre découvert par l'attaquant. Si on sait que l'attaquant n'a eu accès qu'à un seul serveur, c'est une information qui est très intéressante. On sait qu'il n'a pas eu accès au réseau interne, donc on peut se concentrer sur la remise en service de ce serveur interne. Si on sait qu'il a juste eu accès à une base de données, des emails internes de vos employés, effectivement, c'est grave, c'est important, mais ça permet vraiment de circonscrire vraiment l'attaque et de ce qu'il y a. Il vaut mieux savoir précisément ce qu'il a fait plutôt que rester dans le flou et jamais savoir jusqu'où il est allé et les informations obtenues par un attaquant.
Donc comme on le dit souvent, un audit doit entrer dans un cycle et un processus de sécurisation. Donc le plan de réponse à incident rentre tout à fait dans ce processus. Effectivement, on déconseille d'attendre qu'un incident de sécurité survienne pour vérifier ses capacités de journalisation ou des plans de défense. Dans l'horror story raconté au début de ce webinaire, je disais ces personnes, avec ce serveur de mail, se sont rendues compte qu'ils ne journalisaient pas, ils avaient pas vérifié les capacités de journalisation de ce serveur, ça ne conservait rien, et on s'en rend compte toujours un peu tard. Et dans ces plans, la réaction des équipes techniques et procédures existantes pour les équipes techniques fait partie de ce cycle, donc rédiger une procédure et qu'elle soit acceptée de toutes les équipes en place. Donc on a fini ce webinaire sur la réponse à incident, du cycle « Un audit, ça sert à quoi ?». Le prochain webinaire sera fait le 3 janvier sur formation et pérennisation. Vous pouvez retrouver tous les webinaires sur la chaîne YouTube dont le lien est donné ici. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser et je vais y répondre. Merci à tous.